Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission de Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le mardi 8 novembre 2005 dans les bureaux de Connexio qui gracieusement nous offrent leurs locaux pour enregistrer le podcast. Je suis avec mes deux co-animateurs, Éric Côté, Guy Barrette. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Je pense que le thème de ces jours-ci, ça s'appelle Visual Studio 2005. Oui, juste à temps, juste à la fin de l'année. Il y a eu le lancement, en tout cas, hier. Oui, hier, c'était le 7 novembre à San Francisco avec Monsieur Steve Ballmer. Nous, dans les prochaines semaines, on va se retrouver impliqués même dans la tournée canadienne. C'est une tournée pour présenter le produit. Oui, en fait, le lancement comporte trois produits. Visual Studio 2005, SQL Server 2005 et BizTalk 2006. Donc, BizTalk 2006 va sortir au printemps de 2006. Microsoft fait un lancement commun pour les trois produits et fait une grande tournée au travers le Canada. Évidemment, il y a des tournées un petit peu partout dans le monde. C'est le plus gros lancement de la part de Microsoft. Ouais, si vous êtes en Europe, il y a des tournées sûrement en Europe. Je sais qu'il y en a aux États-Unis, il y en a une au Canada. Nous, on va être impliqués dans la tournée à Montréal. À Montréal, oui. À Québec. Oui. Ça va être le 29 novembre et à Québec le 1er décembre 2005. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, puis il y a même des goodies, hein? C'est passé de l'état de rumeur à l'état officiel. Maintenant, on sait qu'on va recevoir chacun à la sortie une version de SQL Server 2005 standard. Il y a une version aussi de Visual Studio standard 2005. Puis c'est pas des versions 30 jours, là, c'est la vraie version. C'est pas des versions d'évaluation, c'est des versions complètes là, qui vont remettre à tout le monde. Mario et moi, on va être au kiosque Ask the Experts ou des experts. Ou souvent, ils appellent ça les cabanas. En tout cas, l'endroit où est-ce que tu peux discuter, jaser, poser des questions. Il va y avoir plein d'experts, donc des MVP ou des gens de Microsoft là, qui sont experts dans leur domaine. Puis Eric, je pense que tu vas être au kiosque du groupe d'usagers Visual Studio. Exactement, je vais m'occuper de faire la promotion du groupe d'usagers local de Montréal et ainsi que l'émission Visual Studio Talk Show. Parlant de Visual Studio Talk Show, ce soir, avec nous, Richard Basse, qui est un expert avec CMMI. Oui. Et à la base, CMMI, ça n'a rien à voir avec Visual Studio 2005. Si un est un Je vous écoutais parler, puis c'est ce que je me disais, mais... Mais c'est intéressant parce que souvent, c'est la rencontre de deux continents, c'est de là où est-ce qu'il se passe des tremblements de terre, mais il n'y a pas juste des tremblements de terre qui arrivent, il y a aussi souvent l'éclosion de nouvelles choses, de nouvelles idées ou de nouvelles approches. Du choc des idées naît la lumière. Tout à fait. Richard, je vais te présenter, on fait toujours Oui, ça d'abord, avec ça. bonsoir, messieurs. Bonsoir. On se connaît pas, Non. pourtant on vit dans la même ville à Montréal. Écoute, tu es un auditeur certifié CMMI auprès de SEI. Oui. Tu as fondé ta propre firme de consultation qui Ouais. s'appelle Alcyonix, Oui. qui est basée ici à Montréal, mais je pense que vous avez des bureaux en Europe aussi. Oui, c'est ça. Dès le départ, moi, j'ai créé la boîte en 98. Il faut dire que j'étais dans ce milieu-là, dans cette mouvance-là, depuis à peu près une dizaine d'années, même avant. Et donc, en 98, j'ai créé la boîte Alcyonix, d'abord à Montréal. Mais d'emblée, je l'avais positionné au niveau international parce que c'est une niche extrêmement pointue. C'est des services conseils en amélioration de processus. Donc, c'est pointu. Tu as parti cette firme-là parce que, bon, tu disais que tu étais dans cette mouvance-là, tu étais Ouais. plus que dans la mouvance, tu donnais des cours avec Ouais, avec l'homologue, avec le stamp, si je peux prendre cet Ouais. anglicisme-là, officiel de SCI sur CMM à l'époque, puis Ouais. maintenant CMMI. Puis tout ce travail-là t'a amené, il y a maintenant peut-être 2 ans, à prendre la décision même d'écrire un livre sur CMMI. Ouais, en fait, la décision elle m'a été inspirée. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé ma boîte, bon, d'abord, j'en avais plein mon casque, comme on dit au Québec. Donc, j'avais beaucoup de travail. Mais ce qui s'est passé, c'est que je travaille beaucoup avec la France. Je dirais la francophonie, la Suisse, Belgique, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà piloté le projet de francisation du CMM. Il y a eu une version officielle du CMM en français. Et j'avais été le pilote de ce projet-là avec la collaboration de sociétés au Canada,
en France et puis dans d'autres, et avec le soutien des gouvernements canadiens et québécois ici. Quand est arrivé le CMMI, qui est sorti, lui, début 2000 en version 1.0, 2002 en version 1.1, les gens se sont retournés vers moi en me disant, pourquoi tu n'essaies pas de le traduire? Mais là, j'étais plus dans le même contexte, parce que là, j'avais créé ma propre boîte et j'étais devenu un méchant capitaliste qui voulait faire des sous. Donc, j'ai pas pu vraiment me payer cette traduction-là. On parle d'un livre d'à peu près 700 pages. Et on parle de beaucoup de livres connexes, les formations, les méthodes d'évaluation, tout ça. J'ai quand même essayé d'en ma témérité et puis j'ai échoué parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, j'avais plus le temps. Et je me suis rendu compte que c'était une autre paire de manches d'établir un consensus international sur un équivalent français normalisé. Québec, France. J'étais passé par là avec le CMM, logiciel. Là, tout à coup, je me ramassais avec des ingénieurs, pas nécessairement logiciels, qui, face à des mots qui, pour nous, étaient maintenant normalisés France-Québec, si on veut, au niveau du logiciel, voulaient plus du tout dire la même chose au niveau ingénierie système. Et là, recommencer ça aurait été très complexe. Ce que j'ai beaucoup apprécié du livre, c'est tu en parles puis de façon imagée, puis c'est très très agréable d'entendre parler de tout ça. Le livre s'appelle CMMI, un itinéraire fléché vers la Capability Maturity Model Integration. Et ce que je comprends, c'est que ce livre-là, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, de ce premier projet-là qui a avorté, tu as reparti un nouveau projet, la cible étant beaucoup moins grande, mais moi je trouve plus intéressante parce que tu arrives avec un livre qui fait quoi, peut-être 180, 200 pages, je pense que mais qui a une bonne synthèse parce que la Bible Elle est indigeste. Elle est indigeste, c'est vrai. Et c'est un commentaire qu'on me fait souvent d'ailleurs, puis j'ai été surpris en fait. Donc un jour, je me retrouve en Suisse, à Lausanne, et puis il y a un bonhomme, plutôt avant, ce bonhomme-là m'a appelé. Je connaissais pas. Et me dit, je m'apprête à écrire un livre pour l'éditeur Duno. Bon, Duno, faut dire qu'en France, c'est l'éditeur peut-être le plus connu dans le domaine des livres scientifiques, entre autres des livres qui sont utilisés dans les cours universitaires. C'est un éditeur prestigieux. Oui, je pense que c'était le deuxième ou troisième livre qu'il écrivait. Et dans son livre, il voulait parler, entre autres, du CMM. Et il m'a appelé parce qu'il cherchait quelqu'un en français qui pouvait lui écrire un petit encart, donc une page sur le CMM. Donc, il m'a interviewé au téléphone. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, son éditeur m'appelle et dit, j'ai parlé à cet auteur-là. Et nous, on a perçu que dans la francophonie, il y avait un besoin de livres en français sur le CMMI. Est-ce que vous seriez disposé à écrire un livre là-dessus? Je me suis laissé tenter. J'ai toujours voulu écrire des romans, mais là... Parce que, on se cachera pas, c'est une belle œuvre d'écrire, mais c'est pas avec un livre qu'on fait de l'argent. Le méchant capitaliste que t'étais devenu, pouvait pas essayer de justifier beaucoup à son entreprise. En écrivant un livre, ça va être une source d'entrée d'argent. C'est amusant parce que, en fait, non, c'est pas d'argent. C'est une vitrine en même temps, mais en fait, je l'ai fait parce que ça m'intéressait. Faut que ça soit une passion à la base. Absolument, absolument. Il y a des gens que je connaissais qui m'ont dit, Richard, t'écris pas si pire, donc. Finalement, j'ai accepté. Et puis là, je me suis mordu les pouces parce que je me suis rendu compte que l'échéance arrivait vite. Donc, exactement comme tout bon projet logiciel. Moi, j'ai adoré la lecture parce que même à la fin, je me disais, bon Dieu, si là c'est l'inverse, il faudrait qu'il y ait une traduction anglaise de ce livre-là. Si tu regardes les livres anglais sur CMMI, c'est tout aussi des briques. Bon, t'as la brique officielle, mais ils ont tout l'air un peu indigestes à première vue. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont trouvé moyen de faire une bonne synthèse comme t'as fait dans ta version à toi. Tu veux dire un livre comme CMMI for Dummies? J'y ai pensé, mais enfin, c'est une autre aventure. Il y a eu, en tout cas, une répercussion. D'abord, à ma grande surprise, le livre s'est vendu beaucoup mieux que je pensais. L'éditeur m'a encore écrit hier pour me dire qu'il allait faire une autre réimpression. Mais maintenant que tu vas passer à Visual Studio Talkshow, tu vas avoir des milliers de ventes. Ce que je cherche là-dedans, c'est à créer un engouement, puis de le vulgariser suffisamment pour que ça soit intéressant en même temps que pratico-pratique. Donner aux gens là-dedans la perception de ce que sont ces pratiques-là dans la vraie vie, dans les organisations. Bon, j'ai eu la chance, en étant évaluateur, de visiter, plusieurs dizaines d'organisations et d'interviewer. Je faisais le décompte l'autre fois, ça doit être à peu près 400 ou 500 chefs de projet, quelques milliers de développeurs. Et donc, ça m'a mis en situation d'absorber comme une éponge, si on veut, toutes sortes de choses, et de s'apercevoir que peu importe la technologie, peu importe la plateforme, les problèmes de base sont à peu près toujours les mêmes. Tu mentionnais, Richard, que le livre était publié par un éditeur français. Est-ce qu'il est de même aussi disponible au Canada? Oui, il y a un distributeur au Canada. Si vous cherchez, on va mettre un lien, nous, sur notre page. Excellent. Okay.
La dernière Ok. émission, on avait annoncé qu'on faisait tirer le livre Microsoft Press sur Visual Studio Team System. Oui. Puis le gagnant de ce livre-là, c'est Brian D. Krause. Brian DeCroce, peut-être? Brian, ne sois pas insulté qu'on ait mal prononcé ton nom. On s'en excuse. On va entrer en contact avec toi pour t'offrir le livre. Pour cette émission-ci, ce qu'on veut faire, c'est faire tirer un livre de Richard. Donc, un livre même qui va nous dédicacer. Ça ferait plaisir. À la fin de l'émission, on va faire comme à l'habitude. On va annoncer quel est le mot-clé que les gens doivent inscrire dans le courrier qu'ils nous envoient pour être éligibles au tirage. Oui, donc vous devez vous inscrire sur la page principale du site. On va vous expliquer ça à la fin de l'émission. L'idée, c'est étant qu'on veut vraiment remettre le livre à des gens qui désirent l'avoir ardemment. Bon, dans le produit Visual Studio Team System, donc le produit haut de gamme de Microsoft, le produit veut pas, faut qu'il supporte des processus de développement pour vraiment aller plus loin que ce que faisait Microsoft jusqu'à tout dernièrement dans leurs outils. Puis Microsoft a décidé de facto de supporter deux processus, le processus agile d'un côté, le processus CMMI de l'autre côté. Donc, ça m'a amené à revisiter CMMI, puis à découvrir qu'on avait un expert à Montréal sur CMMI, qui avait même écrit un livre en français sur CMMI. Donc, je t'ai contacté, je t'ai invité, t'as accepté gracieusement de venir nous voir, puis c'est ce qui fait que ce soir, on a la chance de te rencontrer. Pour les auditeurs, là, surtout les gens à Microsoft, peut-être SEI, juste pour situer qu'est-ce que c'est. D'accord. Alors, SEI, ça veut dire d'abord Software Engineering Institute. C'est un institut qui est affilié à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Qui est pas n'importe qui en Non, développement c'est logiciel. c'est renommé depuis déjà plusieurs décennies en domaine du logiciel. Et le Software Engineering Institute, donc, est une division du Carnegie Mellon University. Et c'est, si on veut, l'institut qui est à l'origine depuis plusieurs années du mouvement qui a mené finalement au CMMI. Donc, c'est l'éditeur, si on veut, du modèle CMMI, sans en être le seul auteur, parce que, comme on va probablement discuter, c'est le résultat, en fait, de beaucoup d'idées qui circulent, beaucoup d'expériences concrètes qui sont encapsulées dans le CMMI. Le SEI est un peu l'animateur du modèle CMMI et c'est celui qui publie les versions officielles. Je pense qu'on n'a pas mentionné qu'est-ce que les acronymes CMMI voulaient dire. OK. Alors, CMMI, ça veut dire Capability, Maturity, Model, Integration. Donc, en français, on peut dire c'est le modèle d'évolution de la maturité dans un environnement intégré. Situons juste, c'était quoi le problème qui a mené à la naissance de SEI? C'est quoi le besoin? En situant ça, probablement que les gens vont pouvoir dire, ah, c'est ça qu'ils cherchent à résoudre. Si on remonte, si on veut, à la genèse de qu'est-ce qui a amené la publication de modèles comme CMMI, d'abord, le CMMI a un ancêtre, ça s'appelait CMM. Il n'y avait pas le I pour Integration, et c'est parce qu'il y avait que le logiciel qui était concerné, que la discipline de développement logiciel. Avec le I, c'est rajouté la discipline d'ingénierie système. Mais si on revient à qu'est-ce qui a amené la création... Puis on est, dans les années, on est... Alors, on est à la fin des années 70 et il y a eu une étude qui a fait scandale aux États-Unis du département de la défense américain qui a été ensuite largement publicisée dans les revues spécialisées. Et l'étude a montré que, grosso modo, le gouvernement américain, à travers le département de la défense, dépensait des milliards de dollars absolument pour rien, parce qu'il y avait beaucoup de consultants qui développaient du logiciel pour la défense et qui savaient pas, grosso modo, comment travailler, quoi. Et ça a créé un onde de choc qui a amené le gouvernement américain à créer le Software Engineering Institute. Les gens qui ont développé le registre des armes à feu auraient dû lire cette étude-là. Oui, sans doute. C'est ça, c'est la prise de conscience par l'industrie que les modèles de processus de développement qu'on utilisait, qui étaient surtout basés sur le waterfall, ça marchait pas. Ben, c'est avant tout, je dirais, une prise de conscience par les clients de ceux qui développaient. Parce que ceux qui développaient, ben, j'imagine qu'ils s'en rendaient pas Ils trop disaient, compte. c'est normal, c'est comme ça qu'on développe, c'est comme ça c'est une Absolument. souffrance perpétuelle. Puis à un moment donné, c'est la revanche des clients qui se sont dit, ben, nous, on est tannés de payer. Ouais. Puis c'est dit, ben, comment je pourrais clairement, facilement identifier les bonnes compagnies, donc les bonnes pommes des mauvaises pommes. Absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire comment distinguer le bon, la brute et le truand parmi ceux qui développent pour moi. Parce qu'on remonte aux années 70. Ça faisait pas longtemps qu'on faisait de l'informatique quand C'est même. ça.
Il faut c'est remettre en l'industrie. contexte que c'est une industrie très jeune. Exact. Moi, je compare souvent à la construction, puis je me dis les Égyptiens construisaient des pyramides. Les processus de construction de pyramides ou d'immeubles sont quand même comparativement pas mal plus matures qu'au niveau de l'industrie du logiciel. Donc, si on remet effectivement ces choses-là en contexte, c'était une discipline relativement jeune. Il ne s'agit pas de se garocher des roches, mais juste de prendre conscience à ce moment-là qu'il y avait une crise grave. Et grosso modo, il y avait 5% de l'argent des contribuables qui finalement donnaient du logiciel qui marche. Le reste, c'était soit des refontes majeures ou soit carrément jeté à la poubelle. Donc, ils ont mandaté le SEI Voilà. pour dire, faites-nous un modèle pour être capable de pouvoir, un peu comme une carte, pouvoir dire, eux sont à tel niveau de maturité, puis forcément, là, ça demandait d'avoir des auditeurs, des gens qui étaient capables d'aller dans les organisations et dire, ben vous êtes au niveau 1, vous êtes au niveau 3, au niveau 4. Ouais. Plus tard dans l'entrevue, on va essayer de situer qu'est-ce que c'est, ces OK. niveaux-là. Ben, disons que pour remettre juste dans le contexte historique, dans un premier temps, sont allés chercher un bonze de chez IBM qui avait travaillé un des systèmes d'opération d'IBM qui était le système 360. À l'origine, c'est un projet qui s'en allait absolument dans la même direction que les projets qui avaient fait scandale, c'est-à-dire qui allaient s'échouer. Donc, ils sont allés chercher Watts Humphrey chez IBM et puis ils l'ont amené au SEI parce que il avait, entre-temps, ramené le projet sur les rails en s'inspirant de ses maîtres à penser qui étaient les gourous de la qualité totale. Et donc, il faut voir même qu'avant les années 70, donc dans les années 40... Donc, on parle de Deming. Absolument. Deming, Duran, Crosby, tout ça. Ces gens-là avaient influencé la pensée, si on veut, de Humphrey, qui s'est dit, si c'est bon dans le monde manufacturier, pourquoi ça serait pas bon dans le logiciel? Et donc, ces idées-là ont refait surface. Et ce qu'il a fait avec son équipe au SEI, d'abord, c'est juste de développer un questionnaire. Un questionnaire, donc, qui permettrait d'aller interviewer, rencontrer, auditer des compagnies de consultation et de déterminer avec les réponses qu'elles donnaient si elles étaient fiables, pas très fiables ou très fiables. Et ça a été à l'origine. Ils se sont rendus compte que c'était très difficile, juste avec des questions, pas de contexte, d'avoir une approche répétable. Dépendant de la personne qui menait l'entrevue, on pouvait arriver avec des résultats opposés. Il y a eu des problèmes, en fait, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais il y a eu des problèmes sérieux où les gens ont contesté judiciairement les résultats parce qu'ils perdaient des contrats assez mirobolants. Et donc, ça a amené une seconde vague qui a été de dire, OK, un questionnaire s'est passé, ça prend de la substance. Or, la substance, c'est qu'est-ce qu'elles font les compagnies qui réussissent à toujours livrer à temps, à toujours livrer dans les budgets fixés, à toujours satisfaire les exigences, puis à la fin que le client soit content, puis que la compagnie qui développe aussi soit contente. Et de dire, est-ce qu'il y a moyen d'encapsuler leur sagesse dans une série de bonnes pratiques, ce qu'on appelle en anglais des best practices, et c'est comme ça qu'est né le CMM d'abord, qui visait le logiciel, et par la suite le CMMI, et là avec ça on est rendu aux années 2000. Donc il faut vraiment voir que ça s'est échelonné de la fin des années 70 jusqu'à 2005. Le modèle dont on parle aujourd'hui, le CMMI, est en version 1.1 et est utilisé depuis 2002. C'est une chose qu'il faudrait la peine de clarifier. J'ai dit au début de l'émission, le processus CMMI, c'est pas un processus. Non. Donc, le modèle permet de définir des processus. Donc, c'est un peu à un métaniveau par rapport au processus, si on veut. C'est un métaniveau. Et dans ce modèle-là, on énonce tout ce qu'un excellent chef de projet avec une excellente équipe fait pour réussir ses projets. Donc, CMMI, la question de base que tout le monde doit te poser, qu'est-ce que c'est CMMI? Bon, je disais tout à l'heure que, imaginons les meilleurs chefs de projet avec les meilleures équipes. Imaginons qu'on a la chance unique de réunir quelques centaines de ces personnes, si on peut en trouver 100 sur la planète, quelques centaines de ces personnes-là dans une salle, puis qu'on les laisse parler entre eux autres de comment ils font pour réussir. Et qu'on met des espions dans la salle pour les écouter, et qu'à la fin de la journée, on réunit aux espions, puis on dit, mais de quoi ils ont parlé? Mais il y a de fortes chances qu'on retrouve des fils conducteurs, des thèmes communs, j'allais dire des threads, qui tournent autour de, on a réussi parce qu'on a su bien estimer notre projet, par exemple, au départ. On a su bien réunir les intervenants appropriés, avec un bon plan. Ensuite, on a su suivre notre projet régulièrement, etc. Donc, on pourrait imaginer que le deuxième jour, on se fait une liste d'ateliers et on demande aux gens de se diriger dans les différentes salles pour ces différents ateliers-là. Donc, il y aurait l'atelier planification de projet, il y aurait un atelier sur l'assurance qualité, il y aurait un atelier sur les tests,
Il y aurait un atelier sur le design technique et ainsi de suite. Et là, on mettrait dans la salle un animateur qui demanderait encore la même question. Imaginons en test, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche, votre affaire? Et qu'on prenait en note tout ce qui se dit. Ben, le CMMI, ça serait ça. Ça serait les actes de cette conférence-là qui reprendraient ces bonnes pratiques-là. Ça serait une synthèse. Parce que Ça serait une synthèse, effectivement, de ce qui ressort à travers les discussions. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est pas exhaustif. Ça peut continuer à évoluer dans le temps, mais ça traduit l'état de la pratique d'aujourd'hui pour réussir ces projets. Puis il y a forcément des choses qui doivent sembler tellement évidentes. Absolument. Comme par exemple, je vais en mettre une au hasard. Ouais. Les projets qui marchent ont un plan de projet. Ah oui, ah oui. Donc- Ça a l'air tellement, j'allais dire débile, c'est tellement basique, mais je peux te dire que dans les organisations que j'ai rencontrées, il arrive des moments où on demande aux gens qui sont supposés être les chefs de projet, apportez-moi votre plan de projet. Et là, il nous arrive avec une page. On regarde et c'est un Gantt chart avec des activités et on dit, c'est ça votre plan? Oui. Bon, d'abord, on regarde l'impression et pour le plan. En fait, c'est pas la représentation la plus à jour. Ensuite, on dit, mais oui, mais c'est pour faire quoi, ça? Avec qui? Avec quelle organisation? C'est qui fait quoi? Et ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit qu'ils ont une tradition orale de fonctionnement qui est pas du tout fiable, qui est pas du tout robuste dans un environnement où ça dure un certain temps, où il y a des budgets assez importants et où il arrive continuellement des demandes de changement, puis qu'à un moment donné, il n'y a plus personne dans la boîte qui sait c'est quoi la limite de ce qu'on est supposé développer, puis comment ça se fait qu'on est rendu aussi loin alors que c'était parti avec une petite affaire. C'est ça qui se passe en réalité. Mais j'ai souvent la réflexion, quand je donne des cours, par exemple, sur le CMMI, de dire aux gens, écoutez, vous n'allez pas sortir d'ici là avec une tête 2 fois plus grosse. C'est pas de la science profonde. C'est du gros bon sens, comme on dit au Québec, du sens commun, comme disent en France. Donc, c'est rien de mystérieux. C'est des choses basiques, sauf qu'elles sont orchestrées de façon telle, parce que la plupart des gens, les bons professionnels, ont eu ces idées-là, mais ils les ont eues de façon désordonnée dans leur organisation. Et ça s'en va pas dans la même direction. Ça canalise pas les énergies pour faire en sorte que les projets réussissent. Alors que le CMMI canalise, organise ça de façon logique, prend tout ce qu'on fait dans un projet, l'organise en ateliers, dans le CMMI, ça s'appelle des domaines de processus, et décrit dans langage simple qui parle aux gens de façon compréhensible de ce qu'il faut faire pour qu'on réussisse. On pourrait peut-être prendre une analogie, c'est une recette pour bien réussir son projet. On peut dire ça, encore que le mot recette, pour des Européens qui nous écoutent, pour eux, recette, c'est l'acceptation. Ah, OK. Mais recette au sens recette de cuisine, Ouais. dans ce sens-là, oui, on peut dire. Oui, c'est pas, ça nous explique pas comment coder notre projet. Non. D'aller dans le détail. C'est pas des outils que le développeur va pouvoir utiliser pour arriver à livrer son projet, finalement, ou sa petite partie. C'est un ensemble. Je suis content que tu poses cette question-là, Guy, parce que ça t'apporte un point très important. En fait, le modèle dit quoi faire, mais ne dit pas comment le faire. C'est à la fois une grande qualité, puis c'est à la fois une grande frustration. Parce que si je suis, moi, un développeur, puis que je regarde le CMMI, ça va me dire, faut que tu fasses un plan. Et dans le plan, il faut que tu aies des estimations. Et tes estimations, faut qu'elles parlent de la charge. Et ta charge, faut que tu découpes ton projet en petits morceaux, et il faut que tu caractérises tes petits morceaux en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'on peut l'appliquer à différents types de firmes, de sociétés, Absolument. qui ont leur, une espèce de processus best practice déjà implémenté. Absolument. Et qui vont finalement, je dirais pas l'adapter au CMMI, mais le faire cadrer dans le CMMI. Tout à fait. C'est intéressant. Quand tu dis, ça dit pas comment le faire, ça dit Ouais. quoi faire, mais le comment, c'est laissé libre aux équipes. Voilà. Souvent, les gens mettent en relief, surtout depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui font la promotion des approches agiles. Oui. Les gens vont dire, CMMI, c'est tout ce qui est pas agile, c'est les grosses piles de documentation, ça dépèse. C'est l'armée, là, pour faire des projets Puis, pour l'armée américaine. Quand tu regardes ça, je vais me faire l'avocat du diable, je vais Ouais. dire, moi, de ce que tu me dis, si je prends les gens qui font la promotion de Extreme Programming, essentiellement, ces gens-là, au niveau, par exemple, de dire, j'ai besoin d'avoir un plan, oui, ils en font un. Il est peut-être pas, la documentation n'est pas formelle au sens,
Mais ils ont un formalisme qui est pas axé sur je crée un document, qui est axé sur le processus, comme par exemple, je vais prendre une analogie, Scrum. Là, chaque matin, les gens se mettent en rond, puis ils disent aujourd'hui, voici ce que j'entends faire pour régler tel problème, puis ça doit se situer dans un contexte plus global. Donc, toutes ces approches-là, qu'eux autres même à l'usage ont découvert, dire hey, si je fais ça, ça marche, tu peux les ramener et dire ben conceptuellement, c'est la même chose que dit CMMI. C'est juste que vous autres, vous êtes dans une approche d'implémentation, tandis que CMMI, eux, sont plus dans une approche de direction ou en tout cas de principe. Puis les deux sont pas en opposition. Les deux, tu sais, souvent, ce qui est plus puissant dans la vie, c'est au lieu de faire un « ou », tu dis c'est un « et ». Quand tu prends deux choses, tu dis « je peux les unir ensemble », absolument, c'est là que tu fais des sauts quantiques. J'abonde complètement dans le sens que tu décris. Je pense qu'il y a eu malheureusement une incompréhension profonde pendant plusieurs années de la communauté agile. Et la comparaison qui me vient souvent, j'ai eu la chance de travailler avec un bonhomme qui faisait des sports extrêmes. Neil va peut-être se reconnaître s'il écoute l'émission. Donc, qui fait des sports extrêmes, qui fait du ski dans la région de Chamonix et qui fait de l'escalade en faisant du ski. Il a escaladé l'Himalaya. Tout ce que les compagnies d'assurance aiment pas. Ouais, absolument. Et j'ai réalisé, bon, la formule est peut-être facile, mais j'ai réalisé que ceux qui font des sports extrêmes, ils font pas ça n'importe comment. Ils sont extrêmement méthodiques. Ils sont extrêmement prudents. Ils s'organisent extrêmement. Et je pense que l'extreme programming, c'est une façon extrêmement organisée avec des protocoles bien précis. Tu parlais de la réunion quotidienne. Ben, il y a un protocole derrière ça. Il y a un processus. Prenons le pair programming. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est de formaliser dans une implémentation des revues de code. Voilà. Et puis effectivement, pour beaucoup d'organisations, ça apporte du succès parce que des revues de code, quand c'était pas formalisé comme ça, ils n'avaient pas. Voilà. Puis souvent, c'est ça, c'est que c'est plus axé sur des tactiques pour arriver à faire que ces bonnes pratiques-là se mettent en place. Tout à fait. Puis j'imagine, si on regarde CMMI, probablement qu'à quelque part, ils ont découvert dans le synthèse que faire reviser le travail, c'est un prérequis pour avoir du succès. Ben, c'était ressorti parmi les meilleures pratiques des compagnies qui développaient et qui réussissaient. Donc, ils ont décidé de le garder et de le mettre parmi les meilleures pratiques. Maintenant, le CMMI dit, si vous voulez réussir vos projets, organisez-vous pour faire des revues de pairs, peer reviews, non seulement sur le code, by the way, mais aussi sur les specs et aussi sur les plans et aussi sur tout ce qui est des biens livrables d'un projet type. Puis si on revient, pour replanter le clou encore Oui. une fois, Oui. CMMI ne dit pas comment le faire. Non. Tu peux le faire dans une approche extreme programming, tu peux le faire avec du pair programming. Il y a des gens qui vont le faire avec des réunions formelles, avec des suivis. Donc, un certain encadrement qui peut sembler plus lourd, mais pour certaines organisations, ça peut être valable. Je lisais dernièrement des gens qui ont réussi à mettre en place des revues, mais sans avoir de réunion. C'est-à-dire qu'il y a signe avec des tâches, puis là, il faut que tu fasses des check-in, check-out. Donc, il y a tout un mécanisme. Donc, ils utilisent des outils comme appui pour que ça se fasse des revues par des pairs, mais sans avoir un certain... La façon de l'implémenter est assez libre. Finalement. Absolument. Et c'est là que je disais, en même temps, ça peut être frustrant. Parce que si quelqu'un sort d'un cours CMMI ou lit le livre puis se dit, OK, maintenant, je veux appliquer ça. Ben là, il se retrouve comme un adolescent qui tout à coup devient adulte, puis là, faut qu'il fasse ses repas, faut qu'il fasse son lavage. Puis là, il dit, OK, on m'a dit qu'il fallait que je fasse mon lavage, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des repas. Mais attends, là. Comment? Est-ce que je le fais à la main, avec une machine à laver? Et le CMMI dit, comme tu veux, mon vieux. Tu sais? Et donc, en ce sens-là, ça peut être frustrant. Donc, il faut bien réaliser que c'est à la fois sa force, j'oserais pas dire sa faiblesse, parce que je dirais que c'est sa flexibilité. Et je pense que tu soulignais, Guy, que ça permet donc à plusieurs organisations, des petits projets, des gros projets, des projets critiques, des projets pour faire des jeux Nintendo ou Xbox. Les jeux vidéo. Des jeux vidéo, jusqu'à des systèmes pour aller mettre une navette en orbite. Mais ça doit aussi amener un élément de frustration de la part de firmes ou de sociétés qui envoient, par exemple, une personne suivre le cours en pensant que cette personne-là va revenir au travail le lundi matin puis va implémenter la potion magique ou la recette secrète là, qui va faire que les projets vont fonctionner ou vont être livrés à temps magiquement. Ouais. Hélas, je pense que si, mettons, une organisation est indisciplinée dans sa culture même et envoie un pauvre bonhomme suivre un cours CMMI, la personne va vraiment s'ennuyer à son retour.
parce que elle va avoir l'impression d'être un empêcheur de tourner en rond, un chien dans un jeu de quilles, parce que toute la culture va être anti ce qu'elle aura appris dans le cours CMMI. Mais heureusement, la réalité fait en sorte que c'est très rare qu'une organisation indisciplinée va envoyer quelqu'un sur un cours CMMI Pour parce une que... bonne raison, parce que les clients permettront pas de se faire livrer du logiciel par une organisation indisciplinée. Et ça, c'est le mouvement qui se dessine de plus en plus. Les clients ne veulent plus, ne croient plus. Okay? On a échoué. On a échoué à établir notre crédibilité auprès des clients. Et donc maintenant, les clients deviennent méfiants et disent, non seulement on va signer un contrat, mais en plus, avant même que je te donne le contrat, je vais aller voir tes façons de travailler pour m'assurer que je me mets entre les mains de quelqu'un. Après tout, je mets une partie de ma business entre les mains de la personne. Donc, je veux m'assurer qu'elle va me livrer quelque chose, puis que cette compagnie-là va être encore là dans 2 ans, dans 5 ans, parce qu'elle aura l'infrastructure pour survivre. Ou tu peux être plus cynique même comme client en disant, de toute façon, je crois pas qu'ils sont capables de livrer de la qualité, donc tant qu'à payer $1, pourquoi pas je leur sourcerai en Inde pour payer juste 10 cents pour la même qualité. Bon. Et là, ça nous amène à comment ça se fait que l'Inde est rendue là. Alors, il faut comprendre que dans le modèle, il y a des niveaux. Il y a 2 représentations. Il y a une représentation continue, il y a une représentation étagée. Comme il y a 85% des organisations qui utilisent la représentation étagée, je vais me focaliser là-dessus. Donc, la représentation étagée, ce qu'elle dit, c'est qu'une organisation est facilement caractérisable en comparant ses pratiques réelles aux pratiques qui sont décrites comme étant les pratiques à atteindre dans le modèle. Et les pratiques elles-mêmes sont plus ou moins sophistiquées. Donc, par exemple, faire de la planification de projet, le B.A.B.A. de la planification de projet, le B.A.B.A. du suivi de projet, ça se retrouve ce qu'on appelle au niveau 2 dans le modèle. Le niveau 1, c'est le niveau de départ. Ils n'ont pas voulu être trop décourageants, ils n'ont pas mis le niveau 0. Ils disent tout le monde part niveau 1. C'est plus valorisant. Et donc, on dit après ça, une organisation, pour démontrer qu'elle a atteint le niveau 2, doit être capable de démontrer que dans des projets qu'elle fait, elle applique systématiquement une approche de, par exemple, rapporter le progrès sur le projet. On va dire, ça, c'est le B.A.B.A., encore une fois, là, hein. Mais, je ne sais pas combien d'organisations j'ai vues qui n'ont pas institutionnalisé. C'est une chose de le faire une fois, c'en est une autre de le faire, je sais pas moi, tous les mois, dans un projet qui dure 1 an, ou à toutes les semaines dans un projet qui dure 3 mois. Puis toi, ce niveau-là, tu as eu un exercice à faire de traduction Oui. que j'ai trouvé bien intéressant parce qu'il fallait que tu nommes qu'est-ce que c'est. Parce qu'en anglais, le niveau 2... ils appellent ça managed. Manage. Et après ça, au niveau 3, ils appellent ça define. Puis manage, toi, tu l'as traduit parce que l'exercice de traduction en dit beaucoup sur qu'est-ce que c'est. Parce que manage, peut-être pour nous, étant plus francophone, parce que ta traduction à toi, moi, je la trouve encore plus précise que la façon que les Je te remercie. Parce que je me suis buté à cette explication-là par les cours. J'ai peut-être donné, je sais pas moi, 50, 60 cours sur le CMMI dans plusieurs pays, dans plusieurs types d'organisations. Donc, les questions te font réfléchir, te font avancer, puis tu te dis « Wow, il y a un problème de compréhension fondamentale ». J'ai la chance aussi d'être un visiting scientist au SEI. Ça veut dire que de temps en temps, je vais travailler là où ils me confient de la formation avancée pour ceux qui veulent devenir instructeurs. Et là, ça me force encore plus à discuter même avec les auteurs du modèle et de leur dire « Écoutez, ça, c'est pas clair, c'est vraiment ambigu ». Et c'est vrai, je pense, en tout cas, en toute humilité, que quand j'ai dit que le niveau 2, c'était le niveau discipliné au lieu de dire manage, pour moi, ça voulait dire j'ai cassé le moule de l'indiscipline, j'ai cassé le moule du laisser-aller et j'ai instauré, au niveau 2, une discipline. Puis le niveau 3, Define, toi, tu l'as traduit par... personnalisé, parce que define... Même en anglais, j'ai demandé, parce qu'à un moment donné, ça me fascinait, pourquoi ils sont allés chercher ce mot-là. Et define, c'est comme en français, définir. Mais définir, j'énonce, je pense à quelque chose, je l'énonce et je l'écris. Je viens de définir. Mais c'est pas du tout ça l'esprit du niveau 3. L'esprit du niveau 3, c'est de dire, je dois personnaliser. Donc, c'est quoi? C'est le prêt-à-porter. Je vais chez le tailleur, je m'achète un complet et les pantalons sont trop longs. Donc, le costume me fait pas. Le processus que je m'apprêtais à utiliser dans mon projet ne me convient pas. Donc, je demande au tailleur, donc je demande à mon organisation, étant donné que j'ai un projet comme ça, je vais faire raccourcir le pantalon. Je vais couper cette phase-là dans mon projet. Donc, je vais le personnaliser pour qu'il me convienne à mon projet. Et ça, c'est la démarche pour se rendre au niveau 3. C'est sûr, quand on essaie de faire une synthèse, c'est toujours difficile. À trop vouloir simplifier, on perd souvent l'essence du message. Je vais donner, moi, une vision que j'avais du niveau 2 et du niveau 3.
au niveau 2, vu que tu es discipliné, donc tu as des bonnes personnes, tant que tu as ces bons employés-là qui restent dans ton organisation, parce que ces employés ont appris à être disciplinés, tu vas toujours réussir à atteindre le succès. Ouais. Avec un peu de sueur de bras, mais tu vas y atteindre. Oui. Mais parlez pas aux employés. S'ils changent d'emploi, comme organisation, tu repars quasiment à 1. Tandis que quand tu arrives au niveau 3, où est-ce que là, tu es personnalisé, les gens peuvent t'annoncer qu'ils quittent parce qu'ils s'en vont chez un compétiteur. Puis c'est pas grave, ton organisation est assez solide maintenant qu'elle reposera plus juste sur les individus. Là, c'est sûr, je fais une sursimplification. Non, c'est pas une sursimplification. C'est que ce que tu dis est pas faux, mais c'est pas complet. Parce que c'est pas tout à fait vrai qu'une organisation de niveau 2 est à ce point dépendante des personnes. Les personnes peuvent partir. Ce qui se passe, puis je veux pas dire que les personnes sont pas importantes, là, attention. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau 2, c'est projet par projet. Donc, si dans une organisation, j'ai 5 projets en parallèle, chacun des projets peut avoir sa recette à lui. Et donc, je ne force pas l'intégration des façons de faire. Je tolère pendant un certain temps. Ce que j'impose, par contre, c'est qu'à l'intérieur du projet, là, il y a un capitaine du bateau, qui est le chef de projet, c'est lui qui va driver avec sa recette. Donc, c'est un peu comme si, dans son restaurant, les repas, ils se font comme ça. Mais dans le restaurant à côté, je peux avoir un autre langage, une autre méthodologie, d'autres outils, d'autres façons de faire, d'autres formulaires, d'autres types de réunions, et c'est correct. Mais dans ce projet-là, par contre, les gens fonctionnent de la même façon. Et ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, c'est qu'on aura réalisé qu'il y en a qui marchent pas mal bien puis qui réussissent souvent. Presque naturellement, ça va même venir de la base. Ces gens-là vont vouloir se réunir et trouver la crème de la crème. Et la crème de la crème va devenir le référentiel pour l'ensemble des projets futurs, tout en sachant qu'il y aura toujours un projet qui va utiliser une nouvelle technologie puis qui va avoir besoin de personnaliser. Donc, le niveau 2, c'est le niveau où les projets ont leur façon de faire à eux. Et le niveau 3, c'est qu'il y a eu un mouvement dans l'organisation qui a ramené leur méthodologie. Et ça nous amène aux fameuses méthodologies. En général, c'est quoi une méthodologie? La plupart des compagnies de consultants ont, à un moment donné, établi leur méthodologie, mais ça devient le référentiel de base. Le hic, c'est que malheureusement, dans le passé, on n'avait pas compris le besoin de personnaliser. Et là, les gens se disaient, ben là, c'est le goulag. C'est la grosse patente, la grosse machine, puis tout le monde marche de la même façon. Alors que le niveau 3, c'est pas ça. Le niveau 3, il y a un référentiel, et si je suis capable de démontrer que mon projet justifie de couper cette étape-là, ne pas faire ce bien livrable-là, je peux le faire. Mais pas n'importe comment. Qui est toujours une des étapes initiales quand tu pars un nouveau projet. Absolument. Quand tu as un référentiel, c'est réadapter ton processus à la réalité du projet. Absolument. Et donc, j'appelle ça, moi, le chef de projet doit faire sa déclaration à la nation. Au début de son projet, il doit dire, je promets de suivre la méthode qu'on a pris la peine de mettre à disposition dans l'organisation. Maintenant, compte tenu des caractéristiques suivantes, je réclame le droit de déroger sur le point A, le point B, le point C, le point D. Et là, on lui donne l'autorisation, on vote un projet de loi spécial, et là, on lui dit, vas-y. Et en même temps, c'est très intéressant, parce que ces dérogations-là sont des opportunités d'améliorer la méthode. Parce que, bon, je vous écoutais parler tantôt avec vos nouvelles plateformes, mais donc c'est le premier projet que je développe avec cette plateforme-là, et le fait d'utiliser cette plateforme-là m'amène à dire, je peux pas faire mes schémas de telle façon, ou je peux pas coder de la même façon. Et donc, je réclame le droit de déroger. Et ça devient très intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est que je plante un petit drapeau dans ce projet-là, puis je vais venir te voir, bon, à la fin. Et à la fin, je reviens voir et je dis, puis, la façon que tu as osé déroger, est-ce que ça a bien fonctionné? Et si ça a bien fonctionné, bravo. Et on vient d'intégrer cette façon particulière dans le référentiel commun. Et tout à coup, le référentiel grossit. Et donc, on a une organisation apprenante. Qui est le niveau 4? Le niveau 4 va aller plus loin que Plus loin que ça encore? C'est-à-dire qu'il va utiliser à ce moment-là non seulement le savoir-faire, mais aussi les données statistiques. Parce qu'en même temps qu'on va collecter d'informations. Voilà, la collecte aura été faite, mais rendu au niveau 4, l'organisation va regarder dans ses dossiers de données statistiques, puis va dire, hey, je réalise que nos gars, nos filles, sont capables de développer à tel rythme. Donc, je me fixe comme objectif l'année prochaine qu'on va développer au rythme X, plus ou moins 2%, dépendant dans le sens qu'on le met, et ça devient l'objectif. Et dorénavant, je viens donc de remonter la barre un petit peu plus haut,
Et ça, c'est le principe du niveau 4. Mais pas remonter la barre comme un chef, à un moment donné, qui dit l'année prochaine, on fait 2 fois plus d'affaires, comme ça, complètement intuitivement, en disant ça va motiver les troupes. Ça s'appuie sur des statistiques réelles qui viennent de projets réels et donc une appréciation statistique objective et quantitative de la capacité de livrer. C'est quoi exactement une bonne statistique? C'est le nombre de lignes de code, puis on va encourager les programmeurs d'écrire plus de lignes de code? Absolument, il faut qu'ils écrivent pas mal plus de lignes de code. Non, sérieusement, les lignes de code, c'est une mesure. OK, il y en a plusieurs mesures. Et souvent, c'est une mesure assez mensongère par ailleurs. Donc, il faut trouver ce qui convient. Et donc, le CMMI ne dit même pas ligne de code. Il dit trouver l'indicateur qui vous convient. C'est-tu le nombre d'écrans? C'est-tu le nombre de fonctions? C'est-tu le nombre de transformations? C'est-tu le nombre de données impliquées? Ça peut dépendre de la technologie. Absolument. Du type de projet qu'on fait. Absolument. Puis je reviens à ce que je voulais dire, c'est si on prend les principes de la Theory of Constraint, Oui. qui dit essentiellement, cherche où sont tes bottlenecks, où sont les points goulots d'étranglement dans tes processus. Donc, cherche à trouver des bons indicateurs qui les donnent, mais c'est ça, n'importe quoi qui te sert à trouver un goulot, enlève-le, tu devras avoir une amélioration de performance à quelque part. Absolument. Absolument. Puis, une organisation qui sera au niveau 4 pourra utiliser les principes de TOC, Theory of Constraint, pour améliorer. Ben là, je sais pas. Je suis pas un expert là-dedans. Tu me diras. Si tu me dis que c'est ça, oui, je vais dire, dans le sens que le niveau 4, c'est, je suis un chef de projet et on vient d'enrichir ma capacité de réussir en me disant, regarde, là, les projets dans notre organisation sont capables de livrer tant d'écrans. Et donc, ton projet, s'il commence à livrer 20% de moins d'écran, ça vient de t'allumer une lumière. Un indicateur, dire, wow, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Fait que comme chef de projet, je suis content. On vient de me donner un outil de plus pour me rendre plus réactif dans mon projet. Pas pour aller battre les gens, pas pour aller leur dire de travailler mal, parce que faut jamais mettre le blâme sur les gens. C'est toujours un problème de process. Dans ma vision, quand on fait une évaluation, on vient de révéler où sont les barrières ouvertes. Par où dans notre organisation fuient les profits, la qualité, la productivité. Et ça, c'est pas les personnes, c'est des process qui font ça. Le niveau 5. Oui. Le dernier niveau, parce qu'ils l'ont classifié en 5 niveaux. Oui. On pourrait le résumer comment? Je dirais que c'est la prévention. Jusqu'au niveau 4, on est encore, d'une certaine façon, réactif. Niveau 4 dit au chef de projet, t'es supposé, d'après nos statistiques sur tous les projets passés, c'est pas dans les airs, là. T'es supposé être capable de livrer, par exemple, tant d'écrans en tant de temps. Et s'il ne réussit pas à livrer ça, il va s'en apercevoir et donc il va corriger qu'est-ce qui se passe. Donc, on est encore en mode correctif. Et à un moment donné, on va avoir, statistiquement, on appelle ça stabiliser son processus. C'est-à-dire que tout au long de son projet, il va se rendre compte que dans les sous-composants, il livre la bonne performance attendue. Donc, on pourrait dire, il est correct, il s'assoit sur ses lauriers, mais là, c'est là que le niveau 5 arrive parce qu'il dit, attention, la compétition est à nos portes, il y en a qui vont être capables de faire aussi bien que ça, et donc, il faut jamais se contenter, même si on atteint les objectifs, il faut maintenant aller plus loin que ça, et on va déstabiliser, on va casser. Et là, c'est pas, vu que ça marche, brisons, if it works, don't break it, en anglais. Ouais. Puisque ça marche, faut le briser. Parce que on a une occasion de faire mieux. On a maîtrisé ça. Puisqu'on le maîtrise maintenant, sachant qu'on pourra pas se contenter de ça, faut aller plus loin. C'est l'analogie souvent, tu sais, quand tu es en recherche opérationnelle, tu atteins des seuils où est-ce qu'à un moment donné, tu vibres, puis tu es pris dans ton état stable, mais qui n'est pas un vrai état stable. Si tu crées assez de chaos autour, tu vas pouvoir changer puis évoluer dans ta courbe puis tomber sur d'autres points qui sont souvent des meilleurs états stables. Et ça, c'est l'amélioration continue. Donc, le niveau 5, c'est le contexte où on va préventivement, et là, ça prend l'analyse causale, il faut éliminer les causes premières des défauts dans notre processus. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de livrer autant d'écrans qu'attendu? Et là, l'origine, c'est peut-être dans la formation, c'est peut-être dans la non-maîtrise de la technologie, c'est peut-être dans l'information qui a été mal véhiculée, et on règle ça et on prévient que ça revienne la prochaine fois. Et en faisant ça, on va continuellement améliorer sa productivité. Et on en est dans des boucles d'amélioration continue. Oui, tout à fait. Mais la réalité, si on prend l'état actuel des troupes, mettons que si on resterait juste à amener les organisations à un niveau 3... Oui, c'est déjà une grosse marche, oui. Parce que on se rend compte, statistique à l'appui, qu'en général, une organisation moyenne, mettons une organisation de 50 à 100 personnes, prend environ 2 ans pour franchir chaque niveau.
Maintenant, quand j'ai dit ça, j'ai peut-être pas dit grand-chose parce que il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer. Entre autres, l'investissement que les gens vont être prêts à faire, la volonté, l'encouragement du management, les moyens qu'on va prendre, les conseils qu'on va aller chercher ou tout ça. Mais on constate empiriquement que ça prend environ 2 ans. C'est quand même important de se rendre compte que le premier facteur là-dedans, c'est la motivation de la direction. Parce que la direction doit réaliser que c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, juste parce qu'on le dit. Ça va être un investissement majeur qui va devoir être fait pour changer les façons de fonctionner. Donc, c'est la gestion du changement. La bonne nouvelle, c'est que pour chaque dollar, euro, si on est en Europe, qu'on investit dans ça, on va en retirer, sur une période d'à peu près 2 ans, au moins 4 et plus. Moi, je me dis, c'est le meilleur investissement qu'on peut pas faire. La bourse ne donnera jamais ça. Alors que, empiriquement, encore une fois, on a pu mesurer. Et je pense que l'exemple des revues que tu apportais tout à l'heure, les revues de pair sur le code, par exemple. 60% voilà. d'amélioration. Que, je veux dire, encore une fois, c'est pas sorcier, c'est le gros bon sens. Je sais pas comment ça se fait que tout le monde n'y va pas. Ça demande un effort. Souvent, ils disent, on change si on souffre assez. Oui. Peut-être qu'on souffre pas encore assez. Ouais, c'est ça. Effectivement. Souvent, au niveau des têtes dirigeantes, il n'y a pas de connaissances assez profondes là, au niveau des processus, puis au niveau de, comme par exemple CMMI ou d'autres processus qui pourraient apporter des solutions. Là. On se demande pourquoi on n'arrive pas, pourquoi nos projets, les budgets sont dépassés. On voit pas de solution. On tape sur les gens qui sont en bas plutôt que de brasser la cage des gens qui sont en haut. Mais c'est parce que ce qui est difficile, c'est pour partir dans CMMI, la première étape, c'est commencer à décider d'être une organisation disciplinée. Ouais. Encore une fois, souvent, on n'a pas le choix. Puis tu disais tantôt, il faut d'abord souffrir. Et souvent, c'est ça. Le cas type, c'est une organisation qui vient d'échouer lamentablement. Elle vient de perdre un énorme contrat. Elle vient de faire la première page des journaux. Tu sais, faut réaliser ce que c'est pour une organisation de voir afficher en première page. On a eu des élections municipales en fin de semaine. Je pense qu'il y a une boîte qui doit souffrir aujourd'hui. Ouais. Okay, parce qu'il y a eu de lamentables, bon, pour le contexte, il y a eu des lamentables bugs de logiciels. Le système de vote informatique. Voilà. Alors, un autre exemple flagrant, je prends l'aéroport de Denver, était prêt à ouvrir. Faut voir un nouvel aéroport, et ça a retardé de 6 mois parce que le système qui contrôlait la gestion des bagages était buggé. Encore une fois, ça crée des problèmes énormes. C'est même pas des problèmes graves. Le problème grave, c'est quand du monde meurt, et ça arrive. Et cette pression-là, ça, c'est une pression sociale. Il y a une pression économique aussi. La pression économique, c'est les Indiens débarquent en Amérique du Nord, pour faire l'histoire inverse, et disent, nous sommes meilleurs que vos concitoyens, et ils montent leur médaille, niveau 5, et nous coûtons 10 fois moins cher, 5 fois moins cher. Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? Ils ont raison. Les décideurs, même si ils ont peut-être pas de la science infuse sur ce que c'est développer du logiciel, ils savent calculer. Ça, habituellement, ils savent tout calculer. Quand tu dis pour $1 investi, il m'en revient 4, ils calculent aussi de dire, ben moi, je suis bien prêt à payer 10 fois moins pour avoir on m'assure au moins la même qualité. Donc, on assure plus de qualité souvent. Et justement. Mais lui, ce qu'il se dit, c'est, regarde, donne-moi-en juste la même. Juste ça, je serais peut-être pas malheureux. Dans les décideurs, il y a souvent des actionnaires. Puis les actionnaires, ils ont des dividendes, effectivement. Donc, faut pas se surprendre pourquoi il y a eu beaucoup de projets qui ont été outsourcés. Et maintenant, c'est la Chine et l'Europe de l'Est et toutes les ex-républiques. La tendance va se maintenir, Richard, tu crois, ou ça va régresser? Ou... Je pense que la tendance va se maintenir. En même temps, on tombe presque dans une discussion philosophique ou sociale parce que je pense fondamentalement que tout le monde qui vit sur cette belle planète a le droit à sa portion de bonheur. Donc, la limite que les Indiens, les Chinois, les Roumains, les Russes puissent aussi se faire une place au soleil là-dedans, pourquoi pas, c'est bon. Il faut juste se positionner et se dire, bon, on a-tu le goût, nous autres, d'être éjectés de ce marché-là? On peut-tu, nous autres aussi, réagir? On est reconnu au Québec comme étant particulièrement brillant, je le sais, je me promène souvent dans d'autres pays. Il faut qu'on se réveille. On a été plus lent que les autres à s'intéresser à des modèles de bonne pratique comme le CMMI. Je pense que là, on est en train de rattraper et c'est intéressant. Je sais qu'une chose qui va aider, entre autres, la communauté .net, la communauté Microsoft, à se réveiller sur CMMI, c'est Microsoft, ils l'intègrent dans leur outil. Donc, pour beaucoup de gens, c'est comme, si t'as même pas idée, c'est qu'est-ce que c'est cet animal-là. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai donné un exemple quand tu parlais du niveau 4 avec la théorie des contraintes, où est-ce que je disais, si on est capable de aisément identifier où sont nos goulots, essentiellement, ce que Microsoft, l'approche qu'ils prennent, c'est de se dire, nous,
l'implémentation qu'on va faire des pratiques CMMI. On se cassera pas la tête. On va les faire les plus légères, les plus simples possibles, donc très proches de leur modèle agile. Puis, ils annoncent pas que l'organisation pourrait se rendre à niveau 4. Ils disent, vu que c'est un processus, donc on t'a donné un modèle unifié, donc ce sera au niveau 3. Par contre, ils vont te donner beaucoup de rapports d'informations. La collecte d'informations va se faire par l'outil. C'est un de leurs pitchs de vente, si on peut dire. À utiliser nos outils, la collecte d'informations se fait gratuitement, entre guillemets. Puis, d'un coup, je collecte d'informations, je peux te donner des rapports puis te fournir des indications sur où seraient certains de tes goulots d'étranglement parce que ils sont focusés outils, mais il y a des gens quand même intelligents chez Microsoft. Donc, ils sont capables de se dire, ça pourrait probablement aider nos clients. Donc, entre autres, toute la partie... Eux, ils vont sur feature, donc les fonctionnalités. Tu vas pouvoir regarder mes fonctionnalités. Est-ce que j'ai des goulots d'étranglement à ce niveau-là? Absolument. Qui est un indicateur, mais il n'y a rien qui va t'empêcher de pouvoir aller sur d'autres indicateurs, de l'adapter. Juste pour faire un petit pont ici, pour les gens qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas encore travaillé avec Team System de Microsoft, il y a la partie Team Foundation Server qui inclut 2 processus. Donc, Microsoft Solution Framework, Agile. Donc, ça, c'est le processus de Microsoft. Et il y a aussi un CMMI agile, finalement, qui est inclus. Ce que je trouve intéressant, je pense, ça va permettre à bien des gens qui n'ont jamais entendu parler de CMMI de poser la question, OK, on a 2 processus qui viennent avec le produit. On connaît MSF parce que c'est publié depuis plusieurs années dans la communauté Microsoft. Mais CMMI, c'est quoi? Puis ça va amener les gens vraiment à s'intéresser à CMMI, puis poser les questions. Puis l'awareness, le fait d'en parler, là. Ça, c'est un point, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont très conscientes de ce que c'est, puis eux l'attendent anxieusement de l'avoir dans un produit, entre autres s'ils veulent développer sur la plateforme .net. Je sais que t'es pas le plus grand spécialiste du produit Microsoft. Il y a quand même des choses fondamentales qu'on peut peut-être discuter. Une de mes interrogations, moi, imaginons que tu es une organisation niveau 1, donc pas très disciplinée. Est-ce que c'est croyable que la direction décide, on prend un outil, on prend Visual Studio Team System, on va investir pour former nos gens, on va investir pour vraiment bien définir notre processus, donc customiser ou en tout cas le personnaliser. Est-ce que c'est croyable de penser que, à cause d'un outil, une organisation peut faire un saut quantique puis en quelques mois devenir à niveau 3? Ou l'expérience démontre que ça se fait pas comme ça. Il faut que tu fasses un peu ton chemin de Damas. C'est quoi le vécu sur le terrain? L'outil, c'est un accélérant, mais c'est pas un substitut. C'est un peu comme si on disait, au lieu d'aller passer une semaine de vacances dans le sud pendant l'hiver, je vais te passer un DVD. Regarde ça, là, puis c'est pareil. Le plaisir est dans le voyage. Il faut le faire, le voyage. Il faut que les gens s'approprient les processus. Il faut éviter le syndrome du not invented here, c'est-à-dire c'est pas moi. Il faut que les gens se l'approprient, se mettent à l'aise dedans. Il faut qu'ils lavent leur paire de jeans une couple de fois pour se sentir bien dedans. Donc, c'est mon processus. C'est un processus social. C'est un processus de changement qui prend un certain temps. Il y a une période incompressible. Comparaison que je prends souvent, tu peux pas mettre 2 femmes puis faire un bébé en 4 mois et demi. Il y a des parties incompressibles là-dedans. Dans le transfert, dans l'appropriation des processus. Ceci étant dit, l'outil va certainement aider et va peut-être être juste la petite goutte qui fait que ça va passer mieux. Donc, si je te suis, ça serait bien à ce moment-là dans le cheminement d'organisation qui dit, Visual Studio Team System 2005 est disponible, puis qui fait le choix, on veut aller vers ça. De pas tout de suite essayer de se positionner au niveau 3, d'acheter ton livre, de regarder c'est quoi les bonnes pratiques du niveau 2, puis dire je dois me positionner sur le niveau 2 en premier. Oui, je pense que ça serait prudent, même de la part de Microsoft, soit sous forme de livre blanc ou sous forme de recommandation, d'inciter les gens à pas juste installer l'outil comme on installe un utilitaire, mais d'installer l'outil et aussi d'avoir une approche de gestion du changement et d'approche d'appropriation des processus par les gens. Sinon, je crains, écoute, l'histoire se répète, j'ai vécu des suites d'outils. Je sais pas si tu es familier avec ça, Mario, mais ce qu'on appelait les bons vieux outils case. Oui. Et ça a été un échec lamentable parce que les gens s'imaginaient que le savoir était dans l'outil. Il y a une partie du savoir qui est facilitée par l'outil, mais il faut vraiment se l'approprier. Et ça, c'est une démarche de gestion de changement. Faut jamais oublier que c'est pas parce que tu installes Team System, tu as un serveur, puis il y avoir différents postes clients, puis tu laisses seul qu'un logiciel apparaît. Non, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui travaillent, qui font du travail. On revient au point où c'est à la direction d'établir les lignes directrices. Absolument. Pour une raison bien concrète. Je vais te donner un exemple très concret que j'ai vécu dans des organisations. Il y a un principe là-dedans qui dit on doit éviter de perdre le contrôle du périmètre du projet.
Si dans une organisation, on a la culture que le programmeur reçoit un coup de téléphone de l'utilisateur qui lui dit « Peux-tu me rajouter ce code-là? J'ai cette valeur-là, peux-tu me changer ça? » et qu'on fonctionne de même, ça marchera plus. La demande va être enregistrée. Pas nécessairement une bureaucratie, hein. Moi, je suis pour les approches légères aussi. Mais mets-toi à la place de l'utilisateur, tout d'un coup, il risque de ruer d'un brancard. Il va appeler le grand boss. Il va dire « Comment ça fait que ton programmeur, avant ça, il était sympathique? D'un coup, il est bête, il me dit qu'il faut que je fasse un papier. » Il faut que ça soit compris. Là, Ton analogie, moi, me parle beaucoup parce que souvent, c'était pas un utilisateur. Dans les cas que j'ai vécu, c'était le fondateur, président de la compagnie. Et le développeur qui parlait, c'était un ou les premiers employés qui avaient embauché avec qui il y avait une relation assez étroite. Même si la compagnie avait grossi et était peut-être rendue à 100 employés. Il y a toujours cette relation-là informelle. Effectivement, ça, c'est très difficile à casser, ces moules-là. Il faut juste se rendre compte de la conséquence. Je suis pas en train de dire c'est gravissime. Je suis juste en train de dire la conséquence de ça, c'est qu'on perd le contrôle du périmètre. Et donc, on défonce le budget, on dépasse le calendrier, puis on se demande comment ça se fait. Pour corriger ça, il faut juste mieux organiser le traitement de ces évolutions. Dans des très grosses organisations, ben oui, ça va être un peu de bureaucratie. Dans des petites organisations, ça peut être juste un courriel qui est envoyé avec un titre de message précis, puis un numéro. Ça va fonctionner comme ça, mais au moins, ça va être contrôlé. Il faut bien s'entendre. Je me souviens, je pense que c'est avec toi, Eric, dernièrement, on discutait un moment donné, puis on sentait le besoin de reclarifier que avec Team System, si tu vas avec l'approche CMMI, ça veut pas forcément dire des piles et des piles de documentation à faire. Mais j'espère, en tout cas. Ça devrait pas. C'est l'organisation elle-même qui définit ce qu'elle doit faire, puis dans bien des cas, ça peut être très léger. Quand on dit on a besoin d'identifier les exigences, ces exigences peuvent être une belle petite liste que tu remplis dans Excel. Oui. C'est sûr que si tu es en train de définir les exigences pour un système qui doit aller sur la planète Mars avec 28 000 composantes, peut-être qu'une liste Excel, t'as pas compris le problème à résoudre. Pense pas. Mais si tu es en train de faire un système pour faire, par exemple, des accès à des bases de données pour stocker de l'information, donc une application très classique qu'on fait en entreprise, peut-être qu'une liste d'exigences comme ça est très satisfaisante. Oui. On te force pas l'implémentation dans CMMI. On te dit juste, ça t'en prend une. Après ça, décide comment tu la fais. Puis c'est là l'effort initial au début du projet de vraiment clairement comprendre c'est quoi le problème que j'essaie de résoudre. Puis en fonction du problème, tu adaptes et tu définis comment tu vas... Ouais, ça prend quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, les processus qui sont déjà établis, qui sont gérés pour pouvoir les customiser. Ce que tu amènes, Guy, ce serait peut-être un dernier sujet que je vais aborder avec toi, Richard. Moi, je suis convaincu que, par exemple, si tu prends Team System, bon, je vais aller avec l'outil pour rendre ça plus concret à nos auditeurs, tu implémentes, tu veux mettre en place CMMI, forcément, il y a un nouveau rôle qui s'appelle le spécialiste du processus de développement. S'il n'existait pas déjà dans l'organisation, réveille-toi parce qu'il doit être là. Ce spécialiste-là, c'est lui qui doit maîtriser la base des exigences. Par exemple, si on vise à être au niveau 2, ben, il y a une vingtaine ou une trentaine d'exigences de base, que, entre autres, dans ton livre, c'est très bien documenté. C'est lui qui doit les maîtriser et qui doit s'assurer que quand il adapte le processus, c'est inévitable, ça, d'avoir ce type de rôle-là dans une organisation. Absolument. Ça prend un rôle, ça prend un coach. Ça prend quelqu'un qui peut accompagner les gens dans la bonne compréhension, qui peut les aider sur le terrain. Là. De la même façon qu'on avait le soutien méthodologique, ben ce rôle-là vient juste d'être enrichi. Au lieu de parler de soutien méthodologique, on va parler de soutien processus. OK. En terminant, oui. Souvent on demande un livre à nous recommander. Un livre, je pense que tu en as un très bon à recommander à nos auditeurs. Oui, mais au-delà du livre, il y a le site du SEI, du Software Engineering Institute, qui est une mine de renseignements. Bon, lui est en anglais. Le livre est en français, ce qui m'a amené à partir un groupe de discussion aussi sur Yahoo. Vous allez trouver le lien donc, sur la page, j'imagine que vous allez mettre ça à disposition pour les auditeurs. Écoute, moi j'ai adoré ton intervention dans l'émission. C'est vraiment passionnant et fascinant. Merci. En plus de parler de choses que moi je trouve très concrètes, de l'état des lieux du développement, on a même fait un peu d'histoire pour situer le contexte, donc c'était intéressant. Moi, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. La chronique Tout le monde en blog avec Monsieur Éric Côté. Éric, la nouvelle, je pense, on l'a dit au début de l'émission. Oui, exactement, c'est le lancement de Visual Studio 2005. En plus de ça, on est capable d'aller chercher le webcast du lancement sur Internet. Et le thème du webcast, c'est un peu le thème rock, puisque le slogan, c'est justement Rock the Developers. Alors, c'était le groupe musical Cheap Trick qui jouait au début.
les nouveaux produits de Visual Studio Express, c'est-à-dire Visual Basic Express, Visual J Sharp Express et ainsi de suite. Donc, la suite de produits qui veut compétitionner les produits open source. Exactement. Et Microsoft ont décidé de donner le produit pour la prochaine année. Donc, pendant 1 an, le produit va être téléchargeable gratuitement à partir du site web de Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que cette suite de produits-là, si vous y pensez, c'est le genre de produit qu'on aurait acheté il y a à peine 4-5 ans. Ils vont l'offrir au moins pendant 1 an, puis après ça, quand il va être payant, ça va être $50 chaque produit. C'est une bonne introduction en passant pour les gens qui ont jamais travaillé avec 2005. Vous pouvez le télécharger gratuitement puis essayer le produit. Puis aussi pour les étudiants, ce qu'on dit des casual developers qui utilisaient le produit. Puis moi, je vais vous faire ma prédiction. Je serais très surpris qu'un jour le produit va devenir avec un vrai prix. Il va toujours être offert gratuitement. C'est juste psychologique. Microsoft veut s'assurer que les gens aient la perception que c'est un produit qui devrait coûter de quoi. Parce qu'on dit toujours ce qui est gratuit vaut rien. Donc, Microsoft veut que les gens soient sûrs que, oui, c'est pas vraiment gratuit, mais on le paye pas parce qu'ils veulent s'assurer que ce soit la communauté des développeurs Perl, Python et compagnie qui viennent chercher le produit. Regarde bien, Mario, tu vas retrouver des CD, des produits express partout, comme les CD de AOL dans le temps, là. Tout à fait. Mais il y aura personne qui va payer pour. Puis de toute façon, c'est façon à eux d'aller chercher la nouvelle clientèle. Autre chose, Eric? Finalement, vous savez, Microsoft, ce serait pas Microsoft s'il y avait pas ce qu'on appelle des changements de branding une fois de temps en temps. Hein. Alors, on a eu l'évolution Olé, ActiveX, et puis là, naturellement, on a une évolution de différents produits de Microsoft qui vont être rebrandés, entre guillemets, sous le terme Live. Et donc, on va se retrouver avec une série de produits Windows Live, si je me rappelle, et Office Live, qui sont en fait des fonctionnalités qui présentement sont offertes sous différents noms. Exemple, Messenger, qui s'appelait auparavant MSN Messenger, va se retrouver sous le nom de Messenger Live, si je me trompe pas. Ouais, c'est un petit peu flou encore. J'ai lu le press release, puis c'était un petit peu flou dans ma tête. Qu'est-ce que ça a l'air? Moi, j'ai blogué là-dessus la semaine passée quand il a annoncé, parce que je regardais ça, je disais, bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis là, je dis, voyons, d'un point de vue... Puis je regardais des blogs, entre autres, Scott Hanselman, qui lui dit, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est des produits qui existent déjà. Puis à un moment donné, je tombe sur le blog de Julia Lerman, qui elle a dit, je viens de lire le press release de ça, puis elle dit, il y a quelque chose qui me frappe. Elle dit le mot advertising. Essentiellement, ce que Microsoft vient d'annoncer, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveaux produits, ils viennent juste de dire, savez-vous quoi? Nous, on pense que donner du logiciel et se faire payer par quelqu'un qui paye de la publicité, c'est un modèle d'affaires qui a de l'allure. C'est le modèle d'affaires de Google. Donc, ça doit avoir assez d'allure parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui mettent. Puis, ils ont juste annoncé à la planète, on y croit tellement que nous aussi, on va se développer notre propre département d'advertising et on va offrir des services. Ce qui est intéressant, c'est les noms qu'ils prennent. Parce que c'est un service web, cette affaire-là. Écoute, Windows Live, c'est un web portal. Tu sais, on est Yahoo en 1996, là. Mais pourquoi ils n'appellent pas ça? Pourquoi ils appellent ça Windows? Parce que essentiellement aujourd'hui, c'est un web portal qui utilise toutes les nouvelles technologies du Web 2, c'est-à-dire Ajax et compagnie. Mais soyez pas surpris, moi je suis sûr que dans 2-3 ans d'ici, quand va arriver toute la plateforme avec XAML et tout ça, Windows Vista, Microsoft va essayer de déplacer. Donc ils vont, tu sais, c'est comme quand ils ont fait avec Netscape. On embrace qu'est-ce qu'ils font, et après ça, on extend pour s'assurer de préserver la vente de notre système d'exploitation. Parce qu'ils veulent s'assurer que Windows soit toujours le système d'exploitation, parce que c'est dangereux pour Microsoft. Si un jour ou l'autre, les gens sont capables de vendre une machine avec juste un browser, puis les gens considèrent ça comme étant une plateforme, t'as plus besoin de Windows. Puis là, Microsoft perd de l'argent. Donc eux, c'est aussi une stratégie défensive. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, c'est une annonce assez majeure. Mais la majorité du monde le regarde du point de vue technique, puis ils disent, c'est flou, on comprend pas. Oubliez, la technique est pas là. C'est business, cette annonce-là. Ouais, c'est pour contrecarrer Google, là, finalement. Là. Tout à fait. Je pense que ça fait le tour de tes astuces, Eric. Exactement, le tirage. Donc, ceux qui sont intéressés à gagner le livre de Richard, vous allez sur notre site web. Puis en bas, vous avez toujours le petit endroit où vous inscrivez un mot-clé. Le mot-clé, Guy, qui sera... Le mot-clé sera CMMI. Oh, que je suis comme par hasard. Donc, on répète, CMMI. Donc, vous inscrivez le mot-clé, votre nom, votre adresse email, puis vous serez dans la liste des gens qui pourront être pigés la prochaine émission pour gagner le livre. Alors, bonne chance. Donc, sur ce, je pense qu'on peut encore te remercier, Richard. Merci, ça m'a fait plaisir.
On vous revoit 23 novembre avec une émission où on aura comme invité Éric Moreau. Oui, qui va nous parler de Windows Form, les nouveautés du développement Windows Form avec 2005, exactement. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.